On va commencer le webinaire sur l'autodétermination palestinienne face au plan des puissances étrangères. Merci à tous de nous rejoindre, vous êtes très nombreux. Donc c'est un webinaire qui vous est proposé par la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, qui est donc un réseau de plus de 40 organisations de la société civile française qui sont mobilisées pour les droits des Palestiniens et des Palestiniennes. Moi, je suis responsable de plaidoyer pour la plateforme. Je m'appelle Cécile Marquery et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Inès Abdelrazek, qui est la directrice du PIPD, qui est donc l'Institut palestinien pour la diplomatie publique, qui est une ONG indépendante qui milite pour la libération de la Palestine de toutes les formes de colonialisme de peuplement et promeut la diplomatie du peuple palestinien. Et on a également avec nous Raphaël Maison, qui est professeur de droit public à l'Université Paris-Sud et donc spécialiste du droit international. Alors, quelques mots rapidement sur le déroulé du webinaire. Ça va durer 1 heure. On va avoir 30 minutes d'intervention de nos deux panélistes et 30 minutes de questions de l'audience. Donc, pour poser des questions, vous allez simplement dans le l'onglet Q et R en bas de votre écran et vous pouvez poser vos questions par écrit. Alors, je vais simplement revenir un petit peu sur le contexte avant qu'on commence pour expliquer pourquoi ça nous a semblé important à la plateforme de faire ce webinaire avec ces intervenantes. Donc Israël commet un génocide à Gaza depuis plus de 2 ans. Ça a été confirmé par des rapports d'organisations prestigieuses et surtout en septembre 2025 par la commission d'enquête indépendante de l'ONU. Et ce génocide continue aujourd'hui, comme ça nous l'a été rappelé par Amnesty International il y a quelques semaines, parce que l'accord de cessez-le-feu mis en place le 10 octobre n'est pas respecté. Israël continue ses bombardements et ses tirs sur la bande de Gaza et on a plus de 370 Palestiniens qui ont été tués depuis le cessez-le-feu. Israël continue d'entraver l'aide humanitaire et l'armée israélienne a capturé plus de la moitié du territoire de la bande de Gaza et continue d'avancer et de grignoter davantage la terre palestinienne en faisant avancer la ligne jaune. C'est important de rappeler aussi que ce génocide s'inscrit dans un contexte de plusieurs décennies d'impunité pour les crimes commis par Israël, les crimes israéliens de colonisation, d'occupation et d'apartheid contre le peuple palestinien. C'est des éléments donc, qui ont été rappelés par la Cour internationale de justice en juillet 2024, qui a fait un avis historique où justement, en fait, elle explique comment on fait pour réaliser le droit à l'autodétermination des Palestiniens, et bien simplement en mettant fin à l'occupation. Donc voilà, c'est ce que le droit international dit, et que donc les États doivent arrêter d'assister le maintien de l'occupation. Mais pourtant, récemment, on a des États étrangers, donc les États-Unis, mais aussi la France, qui ont proposé des plans, soi-disant plans de résolution de la situation de Palestine, qui sont complètement déconnectés de cette voie qui a été tracée par le droit international. On a eu la déclaration de New York et les reconnaissances de l'État palestinien par 10 pays, qui est donc une initiative portée par la France, qui ne prévoit aucune action pour mettre fin à l'occupation, la colonisation, le génocide. Et ensuite, depuis, on a le développement de l'approche américaine avec un plan Trump qui va simplement consolider encore plus l'occupation israélienne et qui entend mettre la bande de Gaza sous tutelle étrangère. Donc c'est pas la première fois que les Palestiniens font face à des plans, soi-disant plans de résolution qui sont complètement déconnectés de leur réalité et des causes profondes de l'injustice qui est vécue par le peuple palestinien. Et pour nous, c'était donc important de parler de ce sujet parce que si on écoute simplement les médias de masse en France autour de ces soi-disant plans de résolution, on a l'impression que la reconnaissance de l'État de Palestine va apporter des solutions pour les Palestiniens. Le plan Trump est toujours accompagné des mots paix. Et finalement, on a l'impression que ça détourne l'attention du public du génocide et de la colonisation qui continue en Palestine. Et c'est pour ça que c'était très important pour nous d'avoir aujourd'hui des spécialistes comme Inès et Raphaël pour démonter ces fausses idées et donc apporter un regard critique, politique et basé sur le droit international sur la situation actuelle. Donc je vais laisser la parole à Inès et pour lancer ton intervention, je vais te poser la question de comment et pourquoi ces plans qui sont proposés aujourd'hui par des puissances étrangères n'ont pas vraiment vocation en fait à mettre fin aux réalités d'occupation, de colonisation et de génocide et quels dangers portent-ils pour les droits du peuple palestinien. Merci Cécile. Bonsoir à tous. Ravie d'être avec vous ce soir et de partager ce panel avec Raphaël. Et je salue aussi le fait que ce soit un panel féminin avec une équipe féminine qui organise cet événement. Euh,
Donc, l'intitulé du webinaire est le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et je pense que c'est là d'abord où le bas blesse, c'est-à-dire que c'est dans toute la situation actuelle, en fait, le droit à l'autodétermination, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? C'est le droit du peuple palestinien à décider pour nous-mêmes. Or, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes les grands absents, les Palestiniens sont les grands absents. Donc, ce n'est pas, enfin, les plans qui sont discutés, le plan Trump en 20 points qui a été adoubé par le Conseil de sécurité, tout cela a été fait sans les Palestiniens. Et c'est là, en fait, où malheureusement, on est dans une situation extrêmement dangereuse aujourd'hui politiquement, et bien sûr qui se traduit par une réalité continue, qui est que les prémices, en fait, de cette décision et de ce qui est en train de se dérouler continuent à être un prisme par lequel la sécurité d'un État colonial, la sécurité d'un État génocidaire est la première des préoccupations. Euh, ainsi que les droits des Palestiniens. Il y a donc ce qui serait la principale voie à ouvrir vers une paix juste, vers un meilleur futur, qui serait la fin de l'occupation israélienne, la fin de la domination coloniale israélienne sur les Palestiniens, qui est la seule voie possible. Donc on est aujourd'hui dans une situation terrible où, comme tu l'as rappelé, en fait, c'est pas la première fois dans l'histoire où on utilise ce processus l'idée, le plan, avec tout un tas de procédés de négociation politique, de négociation diplomatique, qui sont utilisés pour faire gagner du temps, faire gagner du terrain à Israël pour consolider sa domination, consolider son contrôle du territoire, et éventuellement donc, avancer le nettoyage ethnique des Palestiniens, du peuple palestinien, par différents moyens, que ce soit l'apartheid ou le génocide. Et donc, on est dans cette situation où, en fait, comme tu l'as dit, on est dans un contexte politique totalement déconnecté de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que on parle de cessez-le-feu, on parle de plan de paix. Or, il n'y a pas de cessez-le-feu sur le terrain, il n'y a aucune paix possible dans les configurations actuelles. Et c'est là où, en fait, on vit aussi, où malheureusement, discute dans les chancelleries et parmi les grandes puissances, à la fois occidentales, mais aussi dans certains régimes arabes qui soutiennent la séquence actuelle. Finalement, pour eux, ils peuvent continuer à dire qu'on est quelque part dans un processus qui fonctionne, qui marche, qui avance, alors que sur le terrain, on est clairement dans une consolidation du sud et du contrôle israélien, non pas seulement sur la bande de Gaza, mais aussi sur la Cisjordanie. Et donc, si on déconstruit un petit peu, ou si on essaie de décortiquer qu'est-ce qui a été finalement adopté, dans quelle situation on est, clairement, il faut voir que la situation actuelle est un peu une des pires politiquement et diplomatiquement dans laquelle se trouvent les Palestiniens depuis des décennies. Pourquoi? Parce que ce plan de Trump, sépare totalement, enfin déjà ne concerne pas la Cisjordanie, qu'il est un plan qui va consolider la fragmentation de la Palestine, puisque tout ce qui est en train d'être discuté, que ce soit pour la gouvernance de Gaza, le jour d'après, ou le cessez-le-feu, ou la gouvernance palestinienne, tout ça est vu d'un prisme principalement par rapport à Gaza, comme si, donc, encore une fois, Gaza était un territoire à part entière, séparé de la Palestine, alors que, encore une fois, le problème est un problème de colonisation de toute la Palestine, et Israël contrôle tout le territoire, par différents moyens et par différentes politiques. Il y a La deuxième chose, c'est que euh, la deuxième chose, c'est que le plan de Trump actuellement qui a été adoubé par le Conseil de sécurité est extrêmement vague. Et c'est là où, encore une fois, Israël utilise depuis des
avoir des plans très très vagues pour avancer ses propres intérêts. Regarder aussi à travers l'histoire, notamment les accords d'Oslo, et ce qui gouverne finalement un petit peu le système de domination israélienne depuis 40 ans, c'est le régime d'Oslo et ce qui avait été créé et adopté avec les accords d'Oslo. Et ce qu'on voit, c'est que justement, les accords d'Oslo, quand ils avaient été signés, pareil, devaient être temporaires, devaient se dérouler sur 5 ans, avec la création d'une autorité palestinienne temporaire qui ne contrôle finalement qui contrôle 16% de la Cisjordanie, à qui on a donné finalement aucune des clés pour avoir un État palestinien. Tout cela avec des considérations très vagues, en mettant plusieurs phases en place, avec l'idée qu'il y aurait plusieurs phases de ces plans euh, qui seraient qui seraient avant. Donc, l'organisation en différentes phases, avec des termes très très vagues, permet à Israël, encore une fois, de consolider derrière des faits sur le terrain. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire exactement avec, comme tu l'as rappelé, la ligne jaune qui aujourd'hui sépare en deux Gaza. Donc Israël occupe la moitié, l'armée israélienne occupe la moitié de Gaza. Et comme l'a dit le chef de l'entière, pour eux, ce serait la nouvelle frontière. Voilà. Donc, très clairement, encore une fois, comme depuis plus de 70 ans, leur trajectoire est assez claire, c'est-à-dire prendre le maximum de territoire avec le minimum de Palestiniens. Et donc, encore une fois, ce plan, euh, dans toutes ses, le manque de précision, le manque de garantie, le manque de calendrier, tout cela permet à Israël d'avancer avec des faits sur le terrain ensuite pour négocier de nouveaux rouges. Donc, on n'en est plus je veux dire, et donc, en fait, ils avancent des lignes rouges, enfin, ils avancent des faits sur le terrain qui, chaque fois, ont fait repousser les lignes rouges. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est à chaque fois en fait, qu'il y a eu un soulèvement palestinien réprimé par les Israéliens, où de fait, finalement, on va se retrouver à négocier euh, 1% et être cornerisé à négocier 1% de la Palestine. Parce qu'en 47, on a eu un plan de partition qui a été imposé aux Palestiniens, où ensuite, donc, on s'est mis à négocier 22% du territoire pour dire on veut libérer la Palestine. Après, c'était Israël qui a occupé la Cisjordanie et Gaza. Donc on en était à discuter et à mettre sur la table l'idée de la fin de l'occupation israélienne uniquement sur les frontières après 67. Et puis derrière, ils ont continué à annexer, ils ont construit des colonies. Cette réalité est a été normalisée par la communauté internationale, si pas en principe, en tout cas dans les faits. Et donc, on s'est mis à parler de retrait, sauf des blocs des colonies. Et en fait, on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. On ne parle plus de la fin du blocus de Gaza, un blocus de Gaza qui a duré plus de 16 ans. On n'en est plus à parler de la fin de l'occupation israélienne qui est illégale, car Israël n'a affaire. On en est à parler de savoir si ils vont laisser les Palestiniens vivre à l'ouest de Gaza, à l'ouest de la ligne jaune. Et c'est malheureusement là où, encore une fois, ce plan, et je vais laisser la légalité à Raphaël, mais clairement, on a été dans une coercition totale. C'est-à-dire que légalement, de fait, ce plan de Trump est un plan illégal, tous les points de vue du droit international. Euh, le Conseil de sécurité a été adopté c'est-à-dire que ce qui a été présenté aux Palestiniens, mais aussi du coup à la communauté internationale, ça a été en fait un choix entre la peste et le choléra en disant, voilà, c'est soit vous acceptez ce plan absolument terrible, hein, qui ne prévoit pas du tout la fin de l'occupation israélienne, ni le futur de l'autodétermination des Palestiniens, qui met tout un tas de conditions à l'autodétermination des Palestiniens. Donc c'est soit ce plan, soit la continuation du génocide, des bombardements continus et l'extermination totale des Palestiniens. Donc que choisissez-vous? La solution A ou la solution B? Donc c'est clairement de la coercition en droit international, c'est-à-dire que ça a été forcé, ça a été une décision forcée par la force, et donc c'est illégal. Et c'est là où en fait les Palestiniens se sont retrouvés à corneriser. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que
Ce qui s'est passé dans la séquence politique, c'est que l'OLP et l'autorité palestinienne, qui sont donc l'interlocuteur officiel de la communauté internationale pour les Palestiniens, mais qui ne sont ni légitimes ni représentatifs du peuple palestinien, qui eux-mêmes se sont retrouvés complètement marginalisés par ce qui s'est passé depuis 2 ans, qui veulent avoir une place autour de la table. Et pour avoir une place autour de la table, pour pouvoir ne serait-ce que participer euh, à ce qu'on appelle le jour d'après ou à l'après cessez-le-feu, on leur a dit, voilà, c'est ce plan que vous devez accepter. Et donc, l'autorité palestinienne a dit, OK, on va jouer le jeu, on va accepter ce plan. Ce qui fait que derrière, évidemment, ça le positionnement de la Chine, de la Russie pour veto, puisque l'autorité palestinienne avait accepté, puisque aussi des États arabes, le Pakistan, l'Indonésie avaient aussi accepté le plan. Euh, Nous un plan sur la table qui non seulement nous demande finalement au peuple génocidé de faire des compromis et de remplir des conditions pour mettre fin à notre génocide, au génocide contre nous, pour mettre fin à l'oppression contre nous. euh, et Israël s'en sort comme s'il n'y avait pas eu de génocide, comme si leur responsabilité euh, enfin voilà, ils n'ont aucun mode de responsabilisation par rapport à tous les crimes absolument atroces qu'ils ont commis. Et on met sous le tapis, évidemment, la question principale qui sont les crimes israéliens. Et on se remet dans ce schéma qui était celui des accords d'Oslo et qui reste celui dont la communauté internationale a une impossibilité à s'extraire, qui est celle de réfléchir la question palestinienne comme cette ce serait une dispute un peu entre deux cousins qui s'entendent et qui devraient se mettre autour de la table pour négocier. Donc cette idée qu'il y aurait une symétrie entre deux parties en conflit, c'est ce qu'on a vu dans les médias, bien évidemment, hein, pendant 2 ans, qui ont parlé de la guerre Israël-Hamas. Voilà l'idée qu'il y aurait, encore une fois, ce conflit inextricable et très compliqué entre ces deux parties où chacun a ses torts. Euh, on reste encore dans cette compréhension de la réalité qui est en train enfin, de se déployer autour de ce plan Trump. Euh, on reste inévitablement dans la possible, dans la continuité des crimes israéliens. Et donc pour les Palestiniens aujourd'hui, clairement, enfin, la marge de manœuvre est vraiment extrêmement limitée et faible en termes de comment se sortir de là. Et la principale urgence, elle est très clairement dans l'aide humanitaire qui doit rentrer à Gaza et essayer de faire en sorte que la communauté internationale et en tout cas les États qui continuent à parler d'un État palestinien, continuent à parler justement après la Palestine de l'idée qu'il y ait une voie vers une autodétermination des Palestiniens, ce que ça veut dire. Et là-dessus, avant de laisser la parole à Raphaël, et il y aura beaucoup, je pense, de questions et des chances qu'on pourra avoir avec les questions, c'est du coup, que prévoit le plan Trump et comment aussi se pense aujourd'hui l'avenir de la gouvernance de la Palestine. Ce plan Trump, il prévoit finalement un nouveau mandat, puisque britannique sur la Palestine, un nouveau mandat colonial, avec ce Board of Peace, je ne sais plus comment on l'appelle en français, qui serait donc en fait un espèce de mandat international, une gouvernance internationale. Alors ils vont peut-être mettre un Palestinien dans ce Board of Peace pour dire qu'il y aura un Palestinien voilà, dans cette gouvernance, mais très clairement, c'est l'idée qu'une entité internationale, une entité étrangère serait celle qui gouvernera les Palestiniens, avec cette idée coloniale que nous ne pouvons pas gouverner nous-mêmes, que nous sommes dans la de nous gouverner nous-mêmes, et avec encore une fois aussi ces tropes et ces biais de dire que si en plus on n'accepte pas ce plan, c'est nous qui rejetons la paix et c'est nous qui rejetons ces offres incroyables qui nous sont présentées. Et donc, ce qu'il faut bien voir dans la séquence qui a été la conférence de New York, la reconnaissance de la Palestine, le langage qui est adopté dans le plan Trump, et ensuite dans
la résolution du Conseil de sécurité, il y a des conditions qui sont imposées aux Palestiniens, de dire qu'en gros, c'est aux Palestiniens, à l'autorité palestinienne de se réformer, hein, comme si une réforme bureaucratique de l'autorité palestinienne allait être la pierre angulaire de ce que peut être la Palestine. Donc, c'est à conditionner aux Palestiniens la possibilité d'être maître de leur destin et d'être autour de la table pour gouverner Gaza et la Cisjordanie. Et ça, c'est très dangereux. Et une autre condition qui est mise, qui est importante aussi à comprendre, c'est que, et ça, c'est Macron aussi qui a beaucoup poussé pour ça, euh, c'est certaines conditions pour une redémocratisation justement du tissu politique palestinien. Ils ont mis comme condition le fait que toutes les factions qui pourraient ou qui seraient acceptées par la communauté internationale, encore une fois, il y a des bons Palestiniens et des mauvais Palestiniens, parce que c'est à la communauté internationale apparemment de décider qui a le droit de participer politiquement. Euh, euh, la condition qui a été mise en place, c'est accepter le programme de l'OLP, qui a été accepté dans les années 70 euh, et 80 et qui a été consolidé par Oslo. Le programme de l'OLP qui est de fait la solution à deux États, la fin de la lutte armée et donc la reconnaissance d'Israël. Et ça, très clairement, la plupart des factions existantes politiques qui ne sont pas les factions autour de Mahmoud Abbas, le président actuel, et sa branche du Fatah, ne remplissent pas évidemment ces conditions et ne signeront pas ces conditions pour participer à un renouvellement démocratique. Et ça, cette condition, elle est faite très clairement pour exclure tout parti ou toute faction qui confronterait Israël. Parce que si on a une représentation unifiée politique palestinienne, ce serait évidemment une représentation politique qui confronterait Israël, qui aurait une stratégie de confrontation de l'occupation, une stratégie politique de diverses formes pour essayer évidemment de mettre fin à la domination israélienne. Euh, et donc, où Macron a joué un rôle, parce qu'en plus, il a donc proposé cette idée de constitution palestinienne sur ces mêmes principes, qui serait basée sur ces mêmes principes. Une constitution dont le projet est écrit par quelques personnes autour du président Mahmoud Abbas, que apparemment Macron a vu, mais que le peuple palestinien n'a pas vu et qui n'a pas du tout été consulté. Voilà, donc ça fait partie aussi de comment la communauté internationale essaie de faire de l'ingénierie de la politique palestinienne, de l'ingénierie démocratique, pour décider à notre place qui nous représente. Merci beaucoup Inès et merci beaucoup aussi pour tous ces éclairages, en particulier sur la fin vis-à-vis de la France, parce qu'on parle beaucoup du plan Trump, mais nous, en tant que public français, on a la responsabilité aussi de comprendre comment notre gouvernement est impliqué dans cette approche qui se met en place vis-à-vis de la Palestine. Je fais juste un petit rappel à l'audience que vous pouvez poser vos questions dans le petit bouton Q et R en bas de l'écran. Et je vais maintenant donner la parole à Raphaël qui va du coup plutôt nous apporter des éclairages d'un point de vue du droit. Et donc je vais te demander, Raphaël, qu'est-ce que dit le droit international sur ce que les autres États doivent entreprendre vis-à-vis de la situation en Palestine et comment ces deux approches, donc l'approche américaine mais aussi l'approche française, ne sont pas alignées avec le droit, voire, comme tu l'as écrit en septembre 2025, je crois, sont des opérations de subjugation en fait du droit international. Oui, merci Cécile de Subversion. Merci Cécile et merci Inès. C'était très intéressant ce que nous a dit Inès. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue pour quand même laisser la place à des questions pour qu'on puisse échanger. Puis Inès a déjà dit beaucoup de choses. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites déjà sur ces sujets, même si c'est tout récent. Moi, je vous renvoie à l'article que tu viens de citer, Cécile, pour ce qui me concerne, sur Orient 21. Et normalement, demain, il y en a un autre qui devrait paraître sur Orient 21, sur la résolution 2803. Donc, pour plus de détails, j'ai essayé de faire ce petit suivi juridique, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres sources. La FPS, par exemple, a beaucoup de textes en ligne juridiques tout à fait précis.
Bon, moi, je crois que je répondrai pas aux voix vers l'autodétermination parce que ça, c'est vraiment aux Palestiniens d'en parler. Et c'est délicat quand on n'est pas palestinien de prendre position sur ce qui devrait être fait. D'ailleurs, on n'a pas forcément nécessairement d'idée. Donc, j'essaierai de présenter les éléments juridiques qu'un certain nombre de vous connaissent parce que je vois dans le public des personnes que je connais et qui sont déjà parfaitement au courant. Moi, je pense que ce qui s'est passé à partir de la fin juillet, enfin, ce qui a été public à partir de la fin juillet 2025, c'est vraiment une offensive diplomatique pour, pour mettre un terme ou pour empêcher l'application du droit qui a été clairement dit, comme tu l'as rappelé, Cécile, par la Cour internationale de justice, c'est quand même l'organe judiciaire principal des Nations Unies donc dans son avis du 19 juillet 2024 et puis dans ses ordonnances sur le génocide. Je suis aussi tout à fait d'accord pour dire que le génocide est toujours en cours en raison eh bien, des morts qui, toujours à Gaza, hein, par bombardement, par tir, du siège, des tortures aussi, d'un niveau, je pense, inédit contre les détenus et les personnes enlevées à Gaza et en Cisjordanie. Donc tout ça participe du génocide en cours et il faut, comme Amnesty International y a fait il y a quelques jours, continuer d'insister sur ce point puisque normalement ça génère des obligations majeures. Donc oui, une série d'offensives diplomatiques qui nous ont quand même un peu, enfin moi en tout cas un peu stupéfaites, je dois dire. D'abord l'initiative franco-saoudienne avec la déclaration de New York qui malheureusement a été validée par l'Assemblée générale, enfin en tout cas qui a été reprise par l'Assemblée générale le 10 septembre 2025, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de moyens de vous opposer à ce qui est en train de se passer, puisque la grande majorité des États semblent parfaitement satisfaits. Et c'est pour ça que je crois que là, on est en présence d'une situation, bon, ça c'est pas juridique, mais c'est l'impression que j'ai, qui dépasse finalement Israël et la colonisation israélienne. J'ai vu que Joseph Massad avait écrit un article dans Middle East Eye. Lui, il parle de colonisation américaine, hein, euh, pour Gaza avec le plan Trump. Donc on est plus simplement, enfin je veux dire, l'obstacle c'est déjà énorme, c'est Israël, mais c'est vraiment, je dirais, un consensus presque autour d'Israël. Et là, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça devient encore plus compliqué politiquement et géopolitiquement parlant. Donc, on a une série d'offensives diplomatiques contre ce qu'a dit la Cour internationale de justice. Et au cœur de ces offensives, je trouve que c'est très intéressant de remarquer que ce qui est vraiment au cœur, ce qui est une obsession des États qui avancent ces projets, c'est le désarmement des factions palestiniennes, des combattants palestiniens. Dans tous les cas, c'est, c'est le point, je dirais, essentiel. C'est le point essentiel parce qu'évidemment, il va falloir gérer Gaza et pour gérer Gaza, il faut qu'il n'y ait plus de résistance palestinienne, hein. Donc dans les deux cas, on a ça. La déclaration de New York, saoudienne, je dirais que c'est une version soft de de ce dépassement ou cette subversion du droit international. Et puis ensuite, la version Trump, évidemment, là, c'est carrément une abomination. Et là, je dirais qu'on n'est pas simplement, on a beaucoup dit qu'il s'agissait d'un nouveau mandat, je l'ai lu beaucoup, un nouveau mandat sur Gaza uniquement pour le moment. Moi, je dirais que Alors, le système des mandats, je ne vais pas en faire la promotion, hein, évidemment. Ce n'était pas quelque chose d'acceptable. Mais théoriquement, euh, les pouvoirs hein, qui ont confié des mandats devaient administrer dans l'intérêt des populations. Là, alors le mandat sur la Palestine étant spécial, puisqu'évidemment il intègre la déclaration Balfour, on ne va pas entrer dans ce débat, donc il est tout à fait insatisfaisant. Mais là, vous n'avez même pas, je dirais, l'idée selon laquelle il faudrait administrer Gaza dans l'intérêt du peuple palestinien. Pas du tout, hein. Ce qui est envisagé, c'est de gérer Gaza dans l'intérêt d'une élite
mafieuse, je dirais, ou impérialiste, si vous voulez, qui est spécifiquement nommée, c'est-à-dire Donald Trump, Tony Blair. Alors, on n'a pas dans le plan Trump, on n'a pas d'autres noms, mais on sait Jared Kushner, euh, toute une série de personnes en réalité. Hein, c'est même pas un État qu'on confie le mandat, c'est un groupe d'individus qui entendent faire des profits à Gaza. Hein, c'est absolument, moi j'ai jamais vu ça, je trouve que c'est absolument effarant. Alors, dans les deux cas, c'est absolument pas conforme à ce qui a été rappelé par la Cour internationale de justice, les obligations d'Israël, qu'a rappelé Cécile, pardon, Inès, obligation de se retirer, obligation de réparer, donc responsabilité, et puis obligation de tous les autres États membres qui étaient censés prendre des mesures pour aboutir à ce retrait d'Israël. Hein. Mais très peu d'États ont agi. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on est face à une sorte d'inertie internationale ou je dirais de complicité majeure avec Israël. Donc là, c'est vrai que l'obstacle paraît absolument énorme. Alors, je ne veux pas trop déprimer tout le monde. Moi, je dirais simplement que on pourra revenir sur la reconnaissance. Pour moi, les reconnaissances françaises, etc., elles s'inscrivent dans cette déclaration de New York. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche à revenir sur ce qu'a dit la Cour internationale de justice, c'est-à-dire à revenir à un processus de négociation entre Israël et la Palestine. Et les États savent bien que ça n'aura pas lieu, et donc ils disent dans la déclaration de New York, mais nous, on va promouvoir un État palestinien et ça pourra aider. Donc voilà, on va soutenir un État palestinien, mais comme l'a dit Inès, c'est un État, moi je dirais que c'est un État fantoche, parce que c'est un État qui doit être démilitarisé face à Israël, c'est absolument effarant. C'est un État où les Palestiniens, comme l'a dit Inès, ne pourront pas s'exprimer puisque tout le monde ne pourra pas se présenter aux élections. Et c'est un État économiquement contraint aussi, ça c'est très important, je crois, dans la situation contemporaine, les dimensions économiques, puisque la réforme dont tu parlais, Inès, c'est aussi une réforme économique qui est déjà bien avancée, bien sûr, je crois, en Cisjordanie, mais où il faut prévoir, je dirais, un environnement ou un écosystème, n'est-ce pas, favorable aux investissements. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'on impose au peuple palestinien des choix ultra-libéraux. Hein. Ce qui a déjà commencé, je crois, en Cisjordanie, puisque j'ai cru comprendre que les personnes étaient très endettées. Hein. La population de Cisjordanie est déjà très endettée, ce qui est complètement effarant. Donc il y a aussi une dimension économique très importante. Donc voilà, reconnaître un État complètement diminué, qui évidemment tout ceci ne correspond absolument pas au principe de l'autodétermination, qui, nous a dit la Cour, est une norme impérative. Alors j'insiste sur ce point parce que c'est important d'un point de vue juridique pour savoir comment se positionner. Après, je vous dirai ce que je pense, et après, les militants, les positions militantes sont à construire, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que l'interdiction du génocide et le droit du peuple le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, ce sont des normes impératives, donc qui relèvent de ce qu'on appelle en droit international du jus cogens, auquel on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas contredire par un traité. Hein. Donc des normes extrêmement importantes. Alors maintenant voyons donc déclaration de New York acceptée par l'Assemblée générale. Alors un pas de plus avec le plan Trump qui a été présenté le 29 septembre 2025, qui a été accepté par un certain nombre d'États le 13 octobre en Égypte, à Sharm el-Sheikh. L'Union européenne s'est précipitée hein, pour participer au plan Trump. Donc là, il n'y aura pas de rivalité États-Unis, Union européenne. Hein. Chacun avance ses pions. Et puis les États arabes se sont ralliés aussi. Mais dans le plan Trump qui était présenté donc fin septembre, début octobre, il était question donc de déployer une force entre guillemets internationale à Gaza. Hein. Et on sollicitait des États arabes ou des États musulmans pour participer à cette force. Alors, ces États, je crois,
était un petit peu incertain en un sens, et donc pour pouvoir intervenir, il souhaitait que il y ait une forme d'autorisation par le Conseil de sécurité. Et c'est pour ça que Trump a été obligé d'aller à l'ONU, hein, parce que Trump, l'ONU, ça l'intéresse pas du tout. Je pense il a saisi le Conseil de sécurité pour obtenir euh, une autorisation, hein, de recourir à la force à Gaza pour ces États qui le demandaient, hein. C'est pour ça qu'il a été devant le Conseil de sécurité, hein. Alors là, on a la résolution 2803 qui est vraiment absolument effarante, où le Conseil de sécurité fait sien le plan mafieux de Trump, qui fait fi complètement du droit à l'autodétermination. Et le Conseil autorise donc ces forces à se déployer. Ce seraient des contingents de différents États, hein. Donc normalement, ce n'est pas des mercenaires qui doivent se déployer, hein. Ce sont des contingents d'États, donc des soldats étatiques qui doivent se déployer à Gaza. Pourquoi doivent-ils se déployer à Gaza? Eh bien, bien entendu, le cœur de la question, c'est le désarmement. Il faut désarmer les groupes palestiniens et il faut réduire toutes les infrastructures de type tunnel, les infrastructures défensives qui sont décrites comme offensives de Gaza, hein. Alors évidemment, premier problème, ça donc c'est une force. Le Conseil de sécurité peut le faire, hein, il peut autoriser des États à recourir à la force. Il l'a déjà fait, hein, ça c'est pas en soi un problème. Le problème, c'est que cette force qui serait déployée doit agir, c'est dit dans la résolution, en coordination étroite avec l'Égypte et Israël. Donc c'est pas une force qui est sous mandat onusien, c'est une force est qui doit agir en coordination avec Israël. Donc c'est une force d'occupation. C'est une force d'occupation et donc c'est totalement illicite puisque la Cour nous a dit qu'Israël devait se retirer, hein. Donc ça, pour moi, c'est un dispositif qui est contraire au droit international. Une force donc. Alors, comme il s'agit de désarmer, les États, pour le moment, ne se sont pas précipités finalement pour fournir des contingents, hein. L'Indonésie en avait parlé, d'autres États en avaient parlé, mais vu le mandat qui est donné à la force, qui est un mandat de désarmer, c'est-à-dire de combattre la résistance palestinienne, là, les États arabes et musulmans sont quand même un petit peu inquiets de ce qui pourrait se passer. En gros, on leur demande de faire ce qu'Israël n'a pas réussi à faire militairement. Et j'imagine que pour leurs opinions publiques, ça pose quand même un petit problème, pour autant que ça compte les opinions publiques pour eux, hein. Mais pour le moment, d'après ce que je comprends, personne, aucun État, à l'heure actuelle, n'a exprimé beaucoup d'enthousiasme pour participer. Donc ça, je crois que c'est important à signaler et il faut insister sur le fait que cette force ne serait pas légale, même si elle est autorisée par le Conseil de sécurité, parce qu'elle serait une force d'occupation travaillant avec Israël. C'est contraire au droit à l'autodétermination du peuple palestinien et aux exigences qu'a posées la CIJ de retrait. Donc, ça n'est pas conforme à la norme impérative rappelée par la Cour internationale de justice. Le Conseil de sécurité ne peut pas tout faire, hein. Le Conseil de sécurité, ce n'est pas lui qui dit le droit. Et le Conseil de sécurité agit dans le cadre de la charte. Il doit respecter les buts et principes de la charte qui ont été rappelés par la Cour, hein. Donc cette résolution peut être considérée comme illicite. Alors comment faire constater l'illicéité? Ça, c'est un autre problème, hein. C'est très compliqué. Ça peut arriver, mais c'est très compliqué. Mais en tout cas, je pense du point de vue des droits des Palestiniens, il faut insister sur le fait que le Conseil de sécurité ne peut pas tout faire, hein. Il ne peut pas prendre des résolutions qui sont contraires à des normes impératives. D'autant plus que là, l'occupation qui est prévue et le désarmement va pouvoir éventuellement permettre de masquer certaines des preuves du génocide, hein. Comment est-ce qu'on va exhumer les corps si ce sont ces forces qui sont présentes et qui travaillent avec Israël? Hein, toute une série d'éléments de preuve du génocide vont pouvoir éventuellement être effacés par cette force d'occupation. Donc ça, c'est aussi contraire à la norme impérative d'interdiction du génocide. Pourquoi cette force dans la résolution? Moi, j'invite tous les participants, s'ils ne l'ont pas fait, à aller lire la résolution à laquelle le plan Trump est carrément annexé. Non mais on rêve.
hein. Le plan Trump, qui est vraiment une abomination, est directement annexé à la résolution. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Les collègues je crois qu'il y a quelques collègues qui nous écoutent, peut-être pourront confirmer. Donc, c'est important, je pense, d'aller lire ces documents. Ils sont très lisibles, ils sont très accessibles. Pourquoi cette force? Eh bien, pour installer ce Conseil de paix, hein, Board of Peace, comme tu l'as dit, Inès. Board of Peace, moi j'appelle pas ça Board of Peace ou un conseil de paix, j'appelle ça un conseil d'occupation et de spoliation, hein. Donc conseil de paix, conseil d'occupation, on ne sait pas comment il sera composé, c'est flou, mais enfin si on regarde le plan Trump, euh, on voit bien ce dont il s'agit, c'est quand même présidé par Trump, hein. Il devrait y avoir Tony Blair. Alors Tony Blair apparemment il ne sera pas immédiatement dedans, mais enfin il sera tout près. D'autres chefs d'État, bon, mais enfin, on sait très bien ce que ça va représenter, c'est-à-dire Trump et ses amis, hein. Et alors, évidemment, pour que ce Conseil de paix puisse gouverner Gaza, puisqu'il s'agit d'une administration transitoire, mais qui est autorisée jusqu'en 2027. Ça fait déjà 2 ans. En 2 ans, si les Palestiniens sont désarmés, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. Et c'est pas sûr que ça s'arrête après 2 ans, hein, parce que les perspectives dans la résolution vers l'autodétermination sont extrêmement fumeuses. Je dirais que c'est même presque une plaisanterie quand vous lisez la résolution. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Administrer Gaza. Administrer Gaza, ça veut dire reconstruire, gérer, euh, développer les plans économiques de Donald Trump. Alors là, si on lit le plan Trump, ça c'est quand même assez grandiose, hein. Le plan de relèvement de Gaza, je vais citer quand même parce que dans le plan Trump qui est annexé à la résolution, donc le plan de relèvement de Gaza, je cite, de relèvement économique, je cite, c'est quand même extraordinaire, sera élaboré par un groupe d'experts ayant contribué à la naissance de villes prodigieuses parmi les plus modernes et prospères du Moyen-Orient. Nombre de projets d'investissement intéressants et d'idées de développement prometteuses émanant de groupes internationaux animés de bonnes intentions seront examinés. Le but étant d'élaborer un cadre régissant à la fois les questions de sécurité et les questions de gouvernance qui soit à même d'attirer et de faciliter des investissements générateurs d'emplois, de débouchés et d'espoir pour la future Gaza ou la nouvelle Gaza, hein. Donc vous voyez l'esprit, quoi. C'est la Riviera. C'est la Riviera, hein, qui est prévu par l'instauration de ce Conseil de paix. Alors ça, c'est évidemment totalement contraire à ce qu'a dit la Cour internationale de justice, puisque le droit à l'autodétermination, comme l'a rappelé Inès, c'est l'autodétermination politique, mais c'est aussi l'autodétermination économique et les choix de développement. Qu'est-ce que les Palestiniens veulent faire de Gaza? Euh, et puis aussi, c'est la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Ce conseil de paix ou ce conseil d'occupation, le conseil de sécurité le dote d'une personnalité juridique internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va pouvoir passer des accords, des contrats, des traités comme il le souhaite, sous l'autorité de Trump. Donc, profit pour la destruction, profit pour la reconstruction, contrat sur les ressources naturelles. Vous pouvez évidemment imaginer tout ça. Et tout ça est absolument contraire au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même dans ses dimensions économiques, socio-économiques et dans ses dimensions souveraineté permanente sur les ressources naturelles. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut dire que ce Conseil de paix est totalement illicite, que la résolution est illicite, que ce que doit faire le Conseil de paix est contraire au droit à l'autodétermination, qui est une norme impérative, et que donc tous les contrats qui pourraient être pris par ce Conseil de paix doté d'une personnalité juridique doivent être considérés comme nuls, hein. Si l'Union européenne se précipite pour passer des contrats avec le Conseil de paix pour exploiter je ne sais, telle ou telle ressource naturelle, eh bien, ces traités devront être considérés comme illicites et on pourra agir. Enfin, on a quelques moyens d'action, par exemple devant la Cour de justice de l'Union européenne, dont vous savez qu'elle a récemment invalidé des décisions de l'Union européenne sur l'exploitation des ressources du Sahara occidental, hein. Pour les mêmes raisons, puisqu'il y avait un accord Union européenne-Maroc
pour l'exploitation des ressources du Sahara occidental, qui a été considérée, alors je simplifie un peu, comme invalide par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, c'est pas parce qu'on a une résolution du Conseil de sécurité que ces accords qui pourraient être passés ne devront pas être considérés comme illicites, car clairement contraires au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Donc je crois qu'il faut, moi je pense que nous devons, en tant que juristes en tout cas, insister sur l'illégalité de cette résolution, hein. Alors, en ajoutant d'ailleurs le fait que les Palestiniens ne sont pas du tout présentés comme victimes d'un génocide, et c'est bien normal, puisque le pouvoir est donné aux auteurs et aux co-auteurs du génocide. La résolution donne le pouvoir aux auteurs et co-auteurs du génocide. C'est bien évident que la résolution ne va pas reconnaître le génocide, hein. Donc, les Palestiniens ont beaucoup souffert, certes, mais voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ne sont pas reconnus comme un peuple, comme un acteur, hein, et le génocide n'est absolument pas mentionné, hein. J'ajoute à cela ce qu'a dit Inès tout à l'heure, les conditions d'adoption de la résolution, c'est-à-dire qu'elle a été adoptée. La Russie le signale au Conseil de sécurité avec toute une série de manœuvres, de négociations, d'avantages probablement qui ont été proposés et sous la menace. D'abord, le plan Trump, il a été adopté, enfin, il a été accepté sous la menace par les groupes palestiniens, accepté en partie. Il n'a pas été accepté en intégralité, le plan Trump, par les groupes palestiniens, enfin, de Gaza. Il a été accepté pour ce qui est de la première phase, hein. Libération des otages, libération des détenus, fin des bombardements, fin des opérations militaires, hein. Ils ont accepté ça, ils n'ont pas accepté la suite du plan Trump. Pas du tout, hein. Et je le signale parce que la résolution nous dit, dans son point 1, le plan a été accepté par les partis. Mais c'est faux. Les partis n'ont pas accepté le plan. Seule l'autorité palestinienne a accepté le plan, mais pas ceux à qui il a été proposé, c'est-à-dire les groupes de Gaza, hein. Donc, déjà, en premier lieu, le plan Trump, il a été imposé par la menace, les menaces classiques de Trump, hein, l'enfer sur Gaza, voilà, et la résolution aussi, puisque d'après les sources qu'on a, d'après les informations qu'on a, la délégation américaine aux Nations Unies, lorsque la Russie a proposé un autre plan qui était beaucoup vraiment tout à fait bien, tout à fait parfait, lorsque la Russie a fait cette proposition alternative, les États-Unis ont dit non, si vous acceptez pas notre plan, c'est la reprise des bombardements de masse. Et Mike Waltz, le représentant américain au Conseil de sécurité, juste avant le vote, a dit ben, si cette résolution n'est pas votée, c'est le retour de la guerre, hein. Donc il dit c'est un plan pour les enfants de Gaza, sous-entendu, si vous ne le votez pas, eh bien, on va continuer à tuer les enfants de Gaza. Donc c'était une résolution adoptée sous une forme de contrainte, hein. C'est quand même. Alors, tous les États n'ont pas été contraints, hein. Je pense que la France était tout à fait satisfaite, le Royaume-Uni aussi, mais un certain nombre d'États qui auraient pu voter contre, comme l'Algérie ou d'autres, hein, on leur a présenté cette alternative. Soit vous votez la résolution, soit on reprend le génocide dans sa forme la plus brutale. Comment ça peut être licite? Moi, j'ai jamais vu une résolution adoptée dans ces conditions. Voilà, donc je m'arrêterai là. Moi, je crois qu'il faut considérer cette résolution comme licite. Il ne faut pas non plus, moi je suis contre aussi la déclaration de New York, je pense qu'elle est insatisfaisante. Quelles sont les solutions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve personnellement que certes l'autorité palestinienne est sous pression, mais qu'elle a joué un rôle quand même très problématique, puisque son acceptation de la résolution a permis à un certain nombre d'États de dire, bah, écoutez, nous on vote parce que l'autorité palestinienne est d'accord. Donc on a quand même un sérieux, enfin, les Palestiniens ont un sérieux problème de représentation, ça c'est clair, à l'ONU, hein. Comment dénouer ça, c'est pas de mon ressort, mais ça me semble être un énorme problème. Et puis c'est aussi avec l'autorité palestinienne que le président Macron veut écrire une constitution pour la Palestine. Enfin, c'est quand même incroyable. Les Palestiniens n'ont pas, ils sont pas capables d'écrire leur propre constitution. Ils sont illettrés. Et même s'ils étaient illettrés, ils n'ont pas d'idée. Ils sont pas du tout illettrés, bien entendu. Enfin, je trouve ça quand même effarant. Donc voilà, c'est tout à fait problématique, mais je crois qu'il faut, d'un point de vue juridique, il ne faut pas baisser les bras, en ce sens qu'il faut vraiment insister sur l'illégalité de cette résolution.
Mais je crois que la seule chose qui fera qu'elle ne sera pas appliquée, c'est que les combattants palestiniens n'ont pas désarmé. C'est la raison pour laquelle les États arabes ne vont pas envoyer de contingents pour le moment. Merci beaucoup, Raphaël, pour ton intervention. Il nous reste peu de temps pour les questions, donc je vais tout de suite poser une question, à mon avis, qui sera plutôt pour Inès. J'essaye de grouper un petit peu hein, pas mal de questions qui reviennent un petit peu sur la même chose, qui sont en gros, quelles sont les propositions des Palestiniens, du Hamas, de l'autorité palestinienne pour mettre en place l'autodétermination. On a une question un petit peu dans ce même ordre d'idée sur qui, en fait, peut représenter de façon légitime les Palestiniens. Voilà, je pense que c'est plus pour toi, Inès, et je te demanderai de faire assez brèvement, peut-être juste 5 minutes, comme ça on pourra prendre une question plus droit international pour Raphaël. C'est une question qui revient souvent, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi on demande à la communauté internationale de faire des choses, c'est que, mais en fait, laissez-nous tranquilles, laissez-nous décider, enlevez tous les obstacles, faites pression sur Israël pour qu'il nous laisse choisir nos représentants. Euh, Quand je parle d'ingénierie démocratique, tout ce qui se passe depuis 2 ans depuis 75 ans, en fait, Israël systématiquement élimine, soit en assassinant, soit en emprisonnant, les leaderships palestiniens potentiels. Il y a pléthore de leaders palestiniens aujourd'hui dans la société palestinienne. Mais soit ils sont en prison, soit ils ont été assassinés, soit ils sont en exil. Les exemples les plus récents, évidemment, c'est qu'en plein milieu des négociations de cessez-le-feu, Israël décide d'assassiner Haniyeh, qui était le principal négociateur du Hamas. Négociations, le nom de Marwan Barghouti avait été mis dans la liste des prisonniers à libérer. Évidemment, Israël a refusé de le libérer, ainsi que d'autres leaders politiques palestiniens. Euh, il faut savoir que la population carcérale aujourd'hui, même s'il y a eu des libérations de prisonniers, de fait, elle a doublé. C'est-à-dire les détenus, notamment les détenus administratifs, ceux qui sont détenus arbitrairement, sans charge ni procès, etc., ils ont doublé depuis avant le 7 octobre 2023. Euh, Encore une fois, toutes ces conditions qui sont mises pour empêcher les factions palestiniennes de s'entendre. Quand il y a eu les négociations sur les cessez-le-feu, c'est pas seulement le Hamas qui a négocié, ils ont eu à cœur justement d'amener les autres factions. C'est la branche de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas qui a refusé d'être parmi cette table palestinienne. Donc les propositions sont là. Les communiqués sont euh, nous, étant plutôt de la société civile, puisque évidemment on n'a pas le droit de créer des partis politiques, c'est aussi interdit par Israël depuis Oslo. Donc on est dans la société civile, les syndicats, les ONG, etc. On a fait pléthore de communiqués conjoints. Je vous en ai envoyé un qui était celui juste avant la déclaration de New York, justement, et qui reste valide après, en effet, l'adoption de la déclaration de New York, qui est très problématique. En fait, on demande toujours à l'opprimé. Oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez? Ben, en fait, nous, on veut la décolonisation, on veut la fin de l'occupation. Et après, on décidera est-ce que ce sera un État, 2 États, 3 États, une confédération. Mais très clairement, les principes communs sont là. Le droit au retour des réfugiés, le droit à l'autodétermination sur toute la Palestine. On a des droits de Haïfa à Gaza, à Jéricho, sur tout le territoire. Les Palestiniens ont des droits. Le droit, la décolonisation, ça veut dire réparation aussi. Donc tout ça, ce sont des principes communs, des demandes communes qui sont des demandes de base. Et le principal obstacle à tout ça, c'est les politiques israéliennes qui sont validées et promues par la communauté internationale. Israël continue de différents moyens, notamment en finançant et en soutenant des gangs anti-Hamas à Gaza, notamment le gang de Abu Shabab, dont le leader vient d'être tué, mais qui continue, dont l'existence continue. Tout ça pour, évidemment, inciter aux divisions internes, inciter à la guerre civile. Tout ça, c'est de l'ingénierie coloniale. Je veux dire, c'est pas Israël qui a inventé ces méthodes-là. Ils sont devenus maîtres en la matière, mais ils n'ont pas inventé ces méthodes coloniales. Et l'autorité palestinienne elle-même, comme dans d'autres situations coloniales, il y a eu des élites, il y a toujours eu des élites cooptées qui répondent et finalement gèrent
pour l'autorité coloniale la situation. C'est ce qu'est aujourd'hui le leadership de l'autorité palestinienne. C'est finalement une autorité à la botte de l'occupation israélienne. C'est une autorité, un leadership qui euh, voilà, et qui quelque part, pour exister politiquement, doit de toute façon être à la merci des ordres israéliens. Et donc, on est dans ce dilemme-là où on a tout essayé. Je veux dire, on a demandé un État démocratique. Après, on a fait un compromis, on a dit on veut deux États. Après, on a dit ok, la lutte armée, peut-être qu'on va essayer autre chose. La lutte diplomatique, tout ça a été tellement toujours rejeté par Israël. Israël a toujours une trajectoire très très claire. C'est le moins de Palestiniens possible sur la terre de Palestine et tout coloniser et tout annexer. Et ils sont sur une trajectoire assez claire et linéaire. La population continue d'appeler au génocide des Palestiniens. Voilà, donc on est vraiment aujourd'hui une situation où la communauté internationale, la France, les Français ont aussi du coup, une responsabilité, un rôle à jouer pour dire libérez tous les prisonniers politiques palestiniens, permettez aux Palestiniens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se représenter eux-mêmes. On est tout à fait capable de se représenter, mais tous ces obstacles-là nous en empêchent et c'est là où la responsabilité internationale est en jeu. Merci beaucoup, Inès. Il nous reste peut-être quelques minutes pour une seconde question. Donc, je vais aussi essayer d'un petit peu grouper les questions. Donc, on a la France ne respecte pas ses obligations internationales face au génocide et la situation en Cisjordanie. Y a-t-il des outils, notamment juridiques, pour poursuivre ou faire pression sur l'État français? On a aussi une question un peu du même ordre qui demande en fait finalement qu'est-ce que nous on peut faire en tant que société civile en termes en termes d'action pour, euh, pour les droits des Palestiniens. Est-ce que Inès, tu souhaitais réagir rapidement sur cette question ou on est arrivé au bout du webinaire, donc on peut aussi conclure. Bah, en fait, pour les principales actions, je pense qu'il faut, pour moi, la priorité, c'est de continuer à mettre Israël face à ses responsabilités. Les intérêts israéliens aussi, hein, les intérêts israéliens qui sont très présents en France, intérêts économiques, financiers, des entreprises françaises impliquées en Israël, des entreprises israéliennes impliquées en France, des binationaux qui auraient commis des crimes de guerre, qui, s'ils ont participé au génocide, si ils sont dans les colonies, voilà, tout ça. Il y a des outils juridiques, il y a des outils qu'il faut vraiment pas lâcher parce que le secteur de la tech israélienne a effectivement souffert depuis 2 ans et je pense que c'est comme on l'a vu dans d'autres situations coloniales, là aujourd'hui Israël est face à son impunité totale. Et donc tant qu'Israël vit dans l'impunité, ils vont continuer à faire ce qu'ils font, malheureusement. Et donc, je pense qu'il faut continuer à essayer de mettre de la pression. Il faut surtout pas relâcher. Parce que je sais que le problème, c'est que maintenant, comme les gens m'entendent parler de cessez-le-feu et de plan de paix, ils relâchent la pression. Il faut surtout pas relâcher aujourd'hui parce qu'on est dans une situation qui peut aller vraiment dans le pire. Et encore une fois, la situation à Gaza ne s'est pas améliorée. Demain, il y a une tempête qui va justement arriver vers nous. Et la situation à Gaza est dramatique. En Cisjordanie, elle est également en train de devenir vraiment dramatique aussi. Et donc voilà, il faut vraiment pas relâcher la pression. Et le principal responsable, ça reste l'État d'Israël. Et donc il faut continuer à utiliser tous ces outils-là pour à la fois expliquer, éduquer, mais aussi utiliser tous les moyens offensifs, juridiques et de mobilisation pour contrer cette impunité. Merci. Merci beaucoup Inès et Raphaël pour vos interventions de qualité pour déconstruire toutes ces fausses idées et aussi pour vos messages finaux, je dirais, pour voilà, bien nous montrer que finalement ces plans ont aussi l'intention de distraire l'attention du public alors qu'on doit tous continuer d'être complètement concentrés sur le fait que le génocide continue, la colonisation continue et qu'on doit continuer de faire pression sur nos États pour mettre fin à leur complicité et à l'impunité. Merci beaucoup à vous Merci et merci aussi à Cécile, toutes les merci personnes qui Inès. nous ont rejoints. Merci. Merci.